Donc bonjour à toutes et à tous. Désolé de ce petit problème technique. Et je voulais tout d'abord vous remercier d'être présent à cette assemblée générale qui se tient, et je suis désolé, en distanciel. Avant peut-être de commencer cette assemblée générale, je voulais d'abord être bien certain et j'espère surtout former des vœux et des souhaits sur le fait que les uns et les autres n'avaient pas été touchés par cette crise du Covid et que j'espère, en tout cas, j'émets des vœux en ce sens que l'ensemble des personnes qui vous sont proches n'ont pas été touchées. Donc, peut-être très rapidement, d'abord, désolé également pour tenir cette assemblée générale si tard dans l'année, mais la crise du Covid nous a effectivement conduit à repousser un petit peu cette assemblée générale. Alors, avant de commencer cette assemblée générale proprement dit, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un de nos alumni, mais également quelqu'un qui a été au cœur de la crise enfin en tout cas qui était au cœur des événements de la crise que nous venons de vivre. Et ben, cette personne dont je suis l'un des copains de promo est Patrick Ky, le directeur de l'EASA, l'Agence européenne pour la sécurité de l'aviation, qui va nous dire la façon dont il a vécu cette crise et quelles ont été les grandes actions de l'EASA au niveau européen pour la résolution, ou en tout cas diminuer les conséquences de cette crise sur l'aviation. Patrick, je te laisse la parole. Merci Marc. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, bon. Merci Marc et merci au bureau de m'avoir invité pour m'adresser à vous aujourd'hui. Je vais pas faire de trop longs discours, mais j'aimerais bien vous présenter un petit peu l'agence que je dirige, qui est une agence européenne, et puis vous dire comment on a essayé de gérer cette crise, tant bien que mal. Et puis évidemment, je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Alors tout d'abord, l'Agence européenne de sécurité aérienne, c'est une agence qui est relativement neuve puisqu'elle a été créée en 2005. Et elle a été créée initialement pour certifier les Airbus, pour certifier les produits européens, parce que les règles de l'OACI, de la Convention de Chicago, disent que pour qu'un aéronef puisse opérer dans un État, il doit être certifié par cet État. Et ce qui veut dire que pour ce qui concerne l'Europe, en fait, pour qu'un avion puisse voler en Europe, il devait être certifié par l'ensemble des États européens. Ce qui est loin d'être la manière la plus efficace de faire les choses. Et donc, les législateurs, dans leur grande sagesse, ont décidé, dans le début des années 2000, que les États allaient déléguer entièrement leur responsabilité de certification des produits aéronautiques à une organisation européenne, de l'Union européenne, qui est donc l'EASA. Ce qui veut dire que tous les produits qui volent en Europe, qui sont produits en Europe par exemple, sont certifiés par l'EASA, mais aussi tous les produits qui sont fabriqués aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays et qui doivent voler en Europe doivent être aussi certifiés par l'EASA. Alors ça, c'est notre rôle primaire, qui est un rôle pour lequel nous avons reçu une délégation complète des États pour agir en leur nom et d'une manière unique pour l'ensemble de l'Europe. Suite à l'obtention de ce mandat, en fait, les législateurs ont pensé qu'il fallait donner à cette agence un rôle plus complet dans tout ce qui touche à la sécurité aérienne et notamment dans la manière dont les avions étaient opérés. Et c'est ainsi que le rôle de l'agence s'est étendu pour couvrir tout ce qui touche
la formation des pilotes, les conditions médicales qui leur permettent d'exécuter leurs tâches, les règlements opérationnels qui régissent les opérations des compagnies aériennes, la maintenance des avions, etc. Et puis, dans une seconde étape, le législateur a pensé utile que le champ de compétences de l'agence soit étendu à la manière dont l'avion est opéré dans son environnement, c'est-à-dire tout ce qui touche à la gestion des aérodromes et à la gestion du trafic aérien. Alors, pour tous ces domaines-là, c'est un petit peu différent de la certification parce que, en fait, nous avons une délégation partielle de la part des États. On appelle ça une responsabilité partagée. C'est-à-dire que l'EASA, pour tous ces domaines que je viens de citer, les opérations aériennes, l'ATC et la gestion des aérodromes, l'EASA a pour charge d'écrire les règlements européens, mais ensuite, ce sont les États qui ont la responsabilité d'exécuter ces règlements. C'est-à-dire que la tutelle d'Air France ou la tutelle d'Aéroports de Paris, ça n'est pas l'EASA qui la fournit, mais c'est la DGAC, sur la base de règlements qui ont été écrits par l'EASA. Et ce que nous faisons en plus, c'est que nous inspectons les États pour nous assurer qu'ils mettent bien en œuvre les règlements européens. Le but de ces inspections, c'est de veiller de très très près à ce qu'on ait un marché unique qui s'exécute dans des bonnes conditions d'équité. On appelle ça le level playing field, afin que certains États ne donnent pas de préférence à un acteur national. On est, et j'en finis là avec la présentation générale de l'EASA, on est à peu près 850 employés, pour la plupart basés à Cologne, en Allemagne. Nous sommes des fonctionnaires européens. Nous avons des bureaux un peu partout, notamment aux USA, à Washington, à Montréal, en Chine, à Singapour. Et nous avons ce qu'on appelle des bureaux de projet dans une dizaine d'autres pays de par le monde. Alors, l'EASA et le Covid. Alors, dans notre champ de responsabilité, il est clair que nous avons tout ce qui touche à la sécurité aérienne. Et lorsque la crise s'est annoncée, et très très tôt dans la crise, lorsque les premiers cas ont commencé à surgir en Chine, l'agence a publié une information, on appelle ça un Safety Information Bulletin, donc un bulletin d'information de sécurité, dans la direction des compagnies aériennes et des aéroports, qui visait à informer et donner des conseils sur la manière de gérer des malades à bord. Donc, on a donné des conseils pour le type d'équipement qui devait être embarqué à bord, donc des combinaisons, des kits de premiers secours, etc. En plus des équipements normaux, des équipements sanitaires normaux. Mais en plus, on a donné des indications assez précises sur si vous avez un passager qui est malade, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le traiter, et puis ensuite, une fois qu'il est parti, comment est-ce qu'on doit désinfecter, etc. Et ça, on l'a fait très très vite puisque ce bulletin d'information de sécurité, il a été publié le 27 janvier de cette année. Ensuite, les choses ont pris le cours que vous connaissez, avec un quasi-arrêt du transport aérien, notamment international, dans le courant du mois de mars, notamment pour ce qui touche l'Europe. Et là, on a le rôle de l'agence. C'était un rôle qui est un petit peu compliqué parce que, en fait, dans notre mandat, on a tout ce qui touche à la sécurité aérienne, mais on n'a absolument pas tout ce qui touche à la santé. Et on ne souhaite absolument pas travailler dans le domaine de la santé des passagers notamment. Ceci étant, nous avons, parce que c'est un domaine qui
qui a un impact sur la sécurité aérienne, nous avons une équipe très forte de médecins aéronautiques qui, en fait, sont surtout là pour regarder tous les problèmes de conditions médicales pour les pilotes, pour les contrôleurs aériens, pour les ingénieurs, gestion de la fatigue, effets psychologiques. On a fait des études et on a regardé l'évolution de nos règlements pour traiter les cas de pilotes qui ont le diabète, par exemple, de pilotes qui ont des problèmes de santé. Nous avons aussi, juste pour vous donner des exemples, fait des règlements pour, suite à l'accident de Germanwings, mettre en place des mesures qui permettent de mieux tester les capacités psychiques des pilotes à exécuter des vols en toute sécurité. Donc, on avait une équipe qui était très forte sur les domaines aéronautiques, mais dans notre mandat légal, on n'avait pas à proprement parler la gestion de la sécurité sanitaire. Et donc, dans un premier temps, tout ce que nous avons fait dans le traitement de la base du Covid, c'est vraiment ce qui était notre cœur de métier, c'est-à-dire certifier toutes les modifications des aéronefs pour le traitement de passagers malades, notamment les hélicos et puis les petits avions de transport, mais aussi un certain nombre de compagnies aériennes qui ont demandé à adapter leurs avions de ligne pour mettre dans la cabine une partie ou un secteur qui était chargé d'héberger des passagers malades. On a aussi beaucoup travaillé sur le fait que, étant donné qu'on n'avait plus de vol, comment maintenir la capacité des pilotes, des contrôleurs aériens, des ingénieurs à piloter. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas faire de visite médicale, ils n'ont pas de possibilité de faire un nombre minimum d'atterrissage et de décollage. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que lorsque le trafic reprendra, ça se fera dans des bonnes conditions et notamment dans des bonnes conditions de sécurité. Donc, on a beaucoup travaillé sur tous ces sujets-là qui sont vraiment notre cœur de métier. Mais on s'est vite aperçu que c'était une cacophonie gigantesque en Europe sur la manière dont on pouvait traiter les passagers dans toute la chaîne de valeur de l'aéronautique ou du transport aérien. Et je dois dire qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'idée vient d'une discussion avec Marc Wallat, qui me disait, qui me décrivait les protocoles sanitaires mis en place à CDG, qui étaient tout à fait remarquables, mais en disant si je ne suis pas certain que l'aéroport de destination ou l'aéroport de départ, lorsque j'ai des passagers qui viennent à CDG, a un protocole qui est au moins équivalent au mien, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça ne va certainement pas permettre d'améliorer le niveau de confiance des passagers dans le transport aérien. Et c'est ainsi que nous avons demandé à nos médecins de travailler à la fois dans le cadre de l'EACI, mais aussi dans le cadre européen, et plus particulièrement avec leurs collègues d'une agence sœur qui s'appelle l'ECDC, European Center for Disease Control, avec lesquels ils avaient déjà travaillé dans le passé, notamment pour le SARS et pour Ebola. On avait déjà beaucoup travaillé avec le CDC pour justement faire en sorte qu'on puisse traiter correctement les victimes d'Ebola et puis aussi les personnels de bord pour les protéger lorsqu'ils se rendaient dans des zones qui étaient affectées par ces maladies. Donc on avait au niveau technique de très bonnes relations avec le CDC et ça nous a permis de commencer à travailler ensemble sur un protocole sanitaire qui devait être un protocole pour l'ensemble de l'Union européenne qui permettrait d'avoir le même niveau de traitement des passagers, quels que soient les aéroports en Europe. Alors,
On a eu beaucoup de difficultés institutionnelles pour faire ça, parce que c'est vrai que ça n'est pas stricto sensu dans notre mandat, même si nos juristes pensaient qu'on pouvait toujours trouver un lien avec la sécurité aérienne, ce qui est sans doute vrai. On a eu notamment beaucoup d'opposition de pays dans lesquels ce sont les autorités sanitaires qui avaient pris le pouvoir sur les autorités de l'aviation civile. Et évidemment, ces autorités sanitaires ne voulaient pas qu'une agence comme nous, qui a un pouvoir réglementaire, hein, puisqu'on a un vrai pouvoir réglementaire, puisse émettre des règlements qui deviennent obligatoires dans un secteur qui est leur secteur. Et donc, je vous passe toutes les discussions et toutes les difficultés qu'on a eues à convaincre tout ce beau monde. Mais finalement, nous avons publié le 20 mai un protocole sanitaire pour l'Union européenne pour le traitement des passagers dans cette période de Covid, qui a été, je crois, acclamé par l'ensemble des acteurs du transport aérien. Mais la vraie faiblesse de ce protocole, c'est qu'il n'a pas de valeur législative. C'est-à-dire qu'on l'a donné comme un conseil, un advice, on appelle ça guidance material en anglais, je n'ai pas la traduction en français, et il n'a pas de valeur obligatoire. Et ça, c'est vrai que ça a été un problème. Il y a un certain nombre de pays, dont la France, qui lui ont donné une valeur réglementaire, mais la plupart des autres pays n'ont pas donné de valeur réglementaire, juste parce que les autorités nationales sanitaires ne le voulaient pas. Et ça a mené quelque part à des distorsions dans la manière dont ces protocoles étaient mis en œuvre dans les différents pays. Alors, pour pallier ce problème, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé, et là aussi c'est dû, c'est grâce à de nombreuses conversations avec Marcola notamment, on a décidé de créer une espèce de club des acteurs du transport aérien qui s'engageaient de manière volontaire à mettre en œuvre le protocole. C'est-à-dire que quel que soit au niveau politique, quel que soit ce que décide votre pays, un acteur peut volontairement décider de faire plus. Moins, c'est difficile évidemment, mais il peut toujours décider de faire plus. Et donc, nous avons créé cette notion de charte qui visait à connecter en fait des acteurs qui s'engageaient à traiter les passagers dans les meilleures conditions possibles pour les protéger de la propagation du virus. Et donc, on a mis en place cette charte pour la mise en œuvre des protocoles sanitaires. Une fois encore, ADP est un des membres fondateurs de cette charte et je les en remercie. On a au total 150 aéroports européens et puis 55, je crois, compagnies aériennes européennes qui représentent grosso modo 50% du trafic qui sont signataires de cette charte. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on signe cette charte, évidemment, on s'engage à mettre en œuvre le protocole sanitaire, mais aussi on s'engage à fournir des données et des statistiques à l'EASA. Et c'est ça qui nous intéresse le plus, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus dans la manière dont ce virus se propage, et puis la typologie des passagers, les chances de contraction de la maladie à bord, des choses comme ça. Et donc, on a demandé à tous les acteurs qui ont signé la charte de nous fournir des données sur le nombre de passagers qui se sont vus refuser l'embarquement parce qu'ils présentaient des symptômes, le nombre de passagers qui avaient passé les filtres et qui se retrouvaient avec des symptômes à bord, le nombre d'employés des aéroports ou des compagnies aériennes en contact avec les passagers qui étaient malades, etc. etc. Et je ne vais pas vous donner toutes les statistiques, mais ce dont on a pu se rendre compte, c'est que quel que soit, alors on appelle ça le domaine, le niveau de prévalence, c'est-à-dire
le pourcentage de la population dans un pays qui est infecté ou qui est potentiellement malade, on s'aperçoit que grâce à la mise en place de tous ces protocoles, ceux qui prennent l'avion sont vraiment une proportion encore plus mineure de la population. C'est-à-dire que lorsque vous avez des suspicions d'être malade, le premier réflexe, c'est de ne pas prendre l'avion. Et donc, ça veut dire que quelque part, les filtres qu'on a mis en place, ils marchent. Et non seulement ça, mais lorsque, malgré le fait que vous ne pensiez pas être malade, dans les aéroports ou par les processus de la compagnie aérienne, mais surtout dans les aéroports, on détecte que vous avez une température excessive, ou vous avez des symptômes, ou il y a un questionnaire aussi dans certains pays qui est fait, qui détecte que potentiellement vous êtes à risque et donc on vous refuse l'embarquement. Ça, c'est une proportion qui est infime. Ce qui fait que lorsqu'on arrive au nombre de passagers potentiellement, qui présentent des symptômes à bord, on est dans de l'infinitésimal, c'est-à-dire qu'on est à 0,007 0,007 passagers par 100 000, hein, pour reprendre un peu les statistiques qui sont utilisées dans cette maladie. Et tout cela, plus le fait qu'on a forcé la mise en place des mesures barrières, l'emport du masque et porter le masque à bord des avions, donner des recommandations aux compagnies pour qu'elles espacent les passagers à bord, des choses comme ça, plus toutes les mesures sanitaires à bord des avions, donc, où on demande à ce que les avions soient désinfectés. On demande aussi, et vous le savez, l'air dans les cabines est sans doute un des airs les plus j'allais dire vertueux, mais les moins qui comprennent le moins de bactéries de tous les bâtiments ou de tous les véhicules de transport, grâce à des filtres HEPA qui sont très évolués. Donc tout ça nous permet de montrer, avec les statistiques qu'on a, que d'une part, toutes les mesures mises en œuvre par le transport aérien permettent de filtrer de manière très efficace le nombre de passagers qui potentiellement sont porteurs de la maladie. Et par ailleurs, nous montrons que la probabilité de propagation du Covid, la probabilité d'attraper le Covid à bord d'un avion est extrêmement, extrêmement faible. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, mais en regardant les statistiques de positivité au test Covid des employés des compagnies aériennes ou des aéroports, on s'aperçoit qu'on est dans des facteurs 10 fois moins, 20 fois moins, 50 fois moins que la moyenne nationale dans tous les pays d'Europe. Et ça montre que d'une part, les employeurs sont des employeurs responsables et d'autre part, il n'y a pas de propagation de Covid dans la chaîne de traitement de l'aviation. Alors, donc ça a été publié fin mai. Je pense que ça a aidé à la reprise du trafic aérien en juin, juillet et août. Et malheureusement, à partir du mois d'août, on a eu toutes les mesures de confinement qui ont été prises petit à petit par un grand nombre d'États et un transport aérien qui a commencé à de nouveau souffrir, non plus parce que les passagers avaient peur d'attraper le virus à bord, mais plus parce que les passagers ne savaient pas, quand ils arrivaient à l'aéroport de destination, comment ils allaient traiter. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être soumis à une quarantaine, est-ce qu'ils vont devoir faire des tests, et s'il y a une quarantaine, combien de temps, etc. Et puis, deuxième question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'ordre inverse? C'est-à-dire, quand je reviens à Paris, par exemple, est-ce que je suis certain que je ne vais pas être soumis à une quarantaine, mis à l'isolement, et est-ce que je vais pouvoir rentrer? Et c'est pour ça que on nous a demandé, enfin la Commission européenne nous a demandé de travailler de nouveau avec nos collègues de l'ECDC sur un protocole de test, cette fois-ci,
qui viserait à dire, lorsque vous avez un passager qui va d'une zone d'un risque d'un certain niveau vers une zone d'un risque d'un autre niveau, et qu'il faut il faut mettre en œuvre des mesures de protection. Voilà les mesures de protection que nous proposons. Et donc, on travaille là-dessus avec le CDC. C'est très, très compliqué parce que la position très conservatrice des médecins, c'est de dire on va imposer une quarantaine de 14 jours parce que c'est comme ça et c'est la manière la plus simple de faire les choses. Mais une quarantaine de 14 jours, ça tue complètement le transport aérien. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, OK, est-ce qu'on peut remplacer cette quarantaine de 14 jours par un test? La réponse est non. Mais par 2 tests, oui. Et dans quelles conditions? Et dans quelles conditions est-ce qu'on pourrait réduire la quarantaine de 14 jours à 5 jours? Et donc, c'est ce sur quoi on est en train de travailler avec le CDC. Et j'espère qu'on sera capable de sortir quelque chose euh, euh, dans le courant de la semaine prochaine, si ce n'est la semaine d'après, si on a un peu de retard. C'est très, très compliqué de travailler avec les médecins. Moi, je pensais, je le dis toujours à mes collègues, je pensais qu'avec les experts aéronautiques, j'avais des exemples des personnes euh, les plus conservatrices et les plus les plus, je ne vais pas dire obtuses, mais difficiles à convaincre, disons. Mais c'était avant de rencontrer les experts médicaux. Et eux, ils sont vraiment, vraiment difficiles. Et c'est vraiment difficile de travailler avec eux. Mais on essaye d'avancer. Et puis, d'après ce que mes collègues m'ont dit, ça va bien. Aussi parce qu'on a mis en phase 2 des médecins aussi et ils parlent le même langage. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop long et puis que ça vous a appris des choses. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Voilà, merci. Des questions pour commencer? Oui, bonjour à tous. Alors, on a une question de Gilles. Il semblerait que les conversions partielles des avions en cargo ne soient plus, pardon, ne soient plus autorisées après le 31 décembre 2021. Peut-on espérer qu'après 18 mois de retour d'expérience, que cette limitation soit levée? On est en train de regarder ça. Ce qui est clair, c'est que dans la panique du mois de mars, avril, on a vu tout et n'importe quoi, hein. C'est-à-dire qu'on a vu des avions, des cabines passagers qui étaient transformées, bon an, mal an, en cabines de fret, avec des conditions d'arrimage qui n'étaient pas forcément les bonnes, avec des mesures de protection incendie qui n'étaient pas forcément les bons. Donc, on s'est fait rétrospectivement un petit peu peur. Et ce qu'on s'est dit, c'est que on comprenait l'urgence. Donc, on n'a pas, évidemment, on n'a pas fait trop de problèmes. Mais maintenant qu'en plus, dans une optique où la crise semble devoir malheureusement durer dans le temps, on ne peut pas se permettre de faire du bricolage comme ça qui met en péril la sécurité des vols. Donc, on est en train de regarder ça et puis on va certainement être plus contraignant sur la manière dont on peut transformer un avion passager en avion cargo. Merci. Une deuxième question de Mehdi. J'imagine que la crise aura un impact significatif sur les redevances qui constituent une bonne partie du budget des instances réglementaires comme l'IASA. Cela va-t-il poser un problème de financement, voire de fonctionnement à court ou moyen terme? Effectivement. Le budget de l'EASA est financé à 70% par l'industrie. Et évidemment, lorsque l'industrie souffre, nous souffrons aussi. Alors, nous avons mis en place des mesures extrêmement fortes de restriction des coûts, parce que, évidemment, nous avons moins de revenus, hein. On le sent déjà, on a à peu près 20% de baisse de revenus par rapport à l'année dernière.
Nous ne sommes pas inquiets outre mesure parce que les avions continueront à voler et on continuera à devoir intervenir pour faire des modifications sur les cabines et des choses comme ça. Mais ce qui est clair, c'est que nous devons nous préparer à des moments très, très difficiles qui sont les mêmes que pour l'ensemble de l'industrie. Donc, et là-dessus, nous sommes vraiment solidaires avec l'industrie. Ceux qui sont beaucoup plus touchés, c'est des agences comme Eurocontrol, pour lesquels les revenus dépendent des redevances de route. Et il est clair que quand il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de redevances de route. Donc, moi, je serais un petit peu plus inquiet pour Eurocontrol que pour nous. Mais c'est vrai que c'est très, très tendu pour nous à court terme. À moyen terme, j'espère qu'on trouvera un moyen d'améliorer notre efficacité et puis de mettre des priorités dans nos activités qui nous permettront de survivre à la crise. Merci. Une autre question. Nous avons vu apparaître au début de la crise de nombreux projets plus ou moins fantaisistes, cabine partition, innovative seating plan, équipement de désinfection, ayant pour ambition de permettre le transport aérien malgré le Covid. Ces projets semblent aujourd'hui mettre du temps à émerger. Ont-ils été abandonnés ou est-ce lié aux contraintes de certification ? Alors, on a vu, comme vous, des choses plus ou moins fantaisistes. On n'a jamais eu de demande sérieuse de certification. Toutes les partitions, les choses comme ça, on a vu des projets, y compris chez Airbus et Boeing, mais ça n'a jamais atteint le stade où l'EASA devait se prononcer sur la certification de ces aménagements. Donc, je pense que c'est faux de dire que la certification en tant que telle prend du temps ou impose des retards. Ce qui est certain, c'est que les projets fantaisistes, lorsque les gens les font, c'est très bien, mais lorsqu'ils se disent il faut qu'on les montre et qu'on les défende face à une autorité de certification, ça freine un petit peu les ardeurs et puis ça force les gens à regarder les choses plus sérieusement. Et pour l'instant, on a regardé, on a regardé les types de désinfectants, on a regardé des choses comme ça, mais on n'a pas regardé. On a aussi travaillé sur des partitionnements pour les hélicos, notamment pour les évacuations médicales, mais on n'a pas travaillé sur des sujets un peu plus globaux sur l'aménagement de toutes les cabines passagers. Mais j'ai vu comme vous dans la presse des choses un petit peu farfelues. Merci. Une autre question de Steve. Dans le cadre de la démarche Safety Management System, a-t-on pu évaluer l'influence sur les facteurs psychologiques, psychiques des mesures sanitaires, distanciation, masques, filtres, etc., sur la sécurité en vol, concernant les pilotes, personnel à bord? La réponse est non, parce qu'on n'a pas assez de recul. En revanche, on regarde ça de très très près, parce que, notamment pour les pilotes, on a quelques retours de pilotes, et notamment on travaille beaucoup avec les syndicats là-dessus, de pilotes. Lorsque un pilote est habitué à une certaine cadence de travail en nombre de vols par semaine et que du jour au lendemain, il n'a plus tous ses vols, mais qu'on lui en donne 1 sur 5 ou 1 sur 10 pour qu'il maintienne sa qualification, ce qui est clair, c'est que d'une part, psychologiquement, ce n'est pas du tout la même démarche. Et ce que nous avons vu, c'est que même si les cadences sont moins élevées, la fatigue est complètement différente. Et de manière très surprenante, on arrive à avoir des cas de fatigue de pilotes qui sont une fatigue qui est beaucoup plus importante avec peu de vols, parce qu'on n'a plus le rythme, si vous voulez, on n'a plus la cadence à laquelle ils étaient habitués. Et ça, on regarde ça de très très près. Donc, on communique beaucoup avec les compagnies aériennes, avec les autorités de surveillance,
on a fait un risk roadmap qui liste l'ensemble des risques tels qu'on les voit. Et ce n'est pas uniquement nous, hein, on a utilisé un gros réseau de spécialistes du SMS, justement, hein, de l'analyse de la sécurité, pour essayer d'envisager. Vous savez, dans la sécurité aérienne, on est très très bon parce qu'on apprend du passé. Et c'est pour ça qu'on a mis en œuvre des outils qui permettent de gérer l'information sur les incidents, sur les accidents. Et puis, chaque fois qu'on a un incident, on apprend et on essaie de ne pas le refaire. Pour ça, on est très fort. Mais avec une crise comme celle du Covid, avec le confinement, avec le fait que les avions ne volent plus, on est face à quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Et là, on ne peut pas se référer au passé. Et donc, on est obligé d'essayer de réfléchir à quels peuvent être les risques. Bon, on a des idées, je pense qu'elles sont les bonnes. Et puis, essayer de capitaliser le plus possible sur les expériences telles qu'on les voit actuellement, des retours d'expérience rapides sur la reprise des vols, sur la fatigue. On n'a pas entendu particulièrement de risques sur la partie purement psychologique, c'est-à-dire des pilotes qui étaient en confinement. Et ça on n'a pas entendu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais on n'a pas entendu de la part des personnels ou des compagnies aériennes, on n'a rien entendu sur ce sujet-là. Je parle des pilotes, je pourrais parler des contrôleurs aussi. Merci. Une autre question. Pour revenir au cœur des activités de l'IASA, quel impact la crise du 737 MAX a eu sur votre fonctionnement? Il n'y a pas eu d'impact sur notre fonctionnement, à proprement parler, parce que cette crise du MAX, ça a été quand même, c'était dramatique d'une part, mais ça a été aussi un révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements aux États-Unis. Bon, il n'y a pas de journaliste dans la salle, donc je peux dire les choses un peu franchement. Tout ce qui a été la source des accidents, nous, on pense que ça ne se serait pas passé en Europe. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déléguées entièrement à Boeing par la FAA, que nous, on n'aurait jamais délégué à Airbus, parce que dans nos processus, on n'aurait jamais pu faire passer des system safety assessment qui ont été faits, qui sont passés à la FAA, qui avaient été faits par Boeing et qui sont passés assez facilement à la FAA. Donc, nous, on pense que ce type d'incident ou d'accident ne se serait pas passé chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas fait d'autres erreurs, hein, donc on n'est pas parfait, loin de là. Donc, en termes de comportement de l'agence, ça n'a rien changé. En revanche, ça nous a permis de réinsister sur un certain nombre de points, notamment tout ce qui est lié aux facteurs humains, la formation, le lien entre la formation des pilotes et l'architecture des systèmes à bord, donc renforcer les liens entre la certification et la formation. Donc ça, on a beaucoup appris et puis on va beaucoup renforcer ces liens-là. Et puis, ce qui est deuxième chose sur laquelle on réfléchit, mais on ne peut pas être les seuls à réfléchir sur le sujet, c'est est-il normal qu'on certifie en 2015, 2016, 2017 un avion qui a la même architecture que dans les années 60 et sur une base de référence qui est une base de référence ancienne. Ça, c'est un vrai souci, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet sur lequel on ne peut pas avoir une solution uniquement en Europe, hein, il faut que ce soit une solution mondiale. Et puis, ce qui est clair, c'est que cette tragédie a et aura un impact durable sur nos relations avec la FAA, ça c'est clair. Merci. Une autre question. L'IASA et la FAA ont collaboré de manière croissante ces dernières années. Cela a-t-il été le cas sur le Covid? Non. D'accord. Okay.
Une autre question. Du coup, l'information des actions IASA et ECDC semble faible. Ne faut-il pas améliorer, notamment vers les passagers aériens? Vous pouvez répéter, j'ai pas bien compris. L'information des actions entre l'IASA et ECDC semble faible. Ne faut-il pas l'améliorer, notamment vers les passagers aériens? Alors, je ne pense pas que ce soit à nous d'informer les passagers directement. Ça faisait partie de la charte que les acteurs, les aéroports par exemple, mais aussi les compagnies aériennes, se chargent de la communication sur nos mesures. On ne cherche pas la gloire, hein, donc on ne cherche pas à se faire valoir ou à mettre en avant notre nom, on cherche à aider. Et donc, on sait, et on a beaucoup essayé d'aider. Donc, on a fait des leaflets, des posters, des choses comme ça qui ont été repris dans beaucoup d'aéroports en Europe. On a fait du matériel à destination des passagers qui a été repris ou pas, dans lequel on donnait la possibilité aux compagnies aériennes de mettre leur logo et pas le logo de l'EASA ou le CDC. Ça n'a pas forcément été repris beaucoup, ça a été repris par les petits opérateurs surtout, mais il faut qu'on ait des relais d'information qui sont ceux qui sont en contact direct avec le consommateur. Donc, je pense que c'est bien comme ça, et je crois que ça n'a pas trop mal marché sur les protocoles eux-mêmes. Merci. En termes de sécurité des vols, comment adapter le contexte réglementaire et la surveillance à la nouvelle donne, sous-activité actuelle et inconnue sur le futur? Et comment mettre à profit cette période pour avancer encore sur le concept de simpler, better, safer, régulation face à des modèles qui ne pourront qu'être différents à la reprise? C'est une question pour laquelle la réponse est un petit peu compliquée et je n'ai pas forcément tous les éléments de réponse. Ce qui est clair, c'est que le monde de demain ne sera plus exactement le même que le monde d'aujourd'hui dans le transport aérien. Maintenant, quel sera-t-il? Je ne suis pas certain que personnellement j'ai la réponse. J'ai sans doute, comme beaucoup de vous, des éléments de réponse, mais pas forcément tous, et puis on se trompe peut-être. Le temps réglementaire, c'est un temps très long. Hein. Pour faire un nouveau règlement, il faut en moyenne 5 ans. Donc, se lancer dans des tâches réglementaires aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le bon moment. Qu'on puisse, quand on sera sorti de la crise, réfléchir à une simplification réglementaire, sans doute. Notamment pour tout ce qui est surveillance. Ce qu'on teste aujourd'hui, bon gré mal gré, parce qu'on est obligé de le faire, c'est la surveillance à distance, et on s'aperçoit que ça marche plutôt pas mal, notamment avec des organisations qui sont les plus matures. Ça marche un peu moins bien avec les organisations qui sont les moins matures. Donc, il y a des choses à apprendre. On essaye de s'adapter. Aujourd'hui, enfin, les 6 premiers mois de l'année, on a été vraiment en gestion de crise, donc on essayait d'apporter des réponses rapides à un problème qui se posait de manière opérationnelle. Malheureusement, si la crise perdure, on aura un peu plus de temps pour réfléchir avec les acteurs du domaine aux changements qui sont nécessaires. Moi, une des grandes choses dans lesquelles je crois, c'est que il y a une opportunité avec cette crise de rendre le transport aérien plus vert. Et on travaille beaucoup là-dessus, ADP et CDG en particulier, et encore, vous allez croire qu'on fait tout avec Marcola, mais on fait aussi des choses des fois sans être au courant l'un de l'autre. Mais on est en train d'essayer de mettre en place un écolabel pour les avions, pour les compagnies aériennes, pour les aéroports. Et ça, on pense qu'avec tout ce qui est Green Deal que la Commission est en train de mettre en place, et puis les financements qu'elle va fournir, on voit quelque chose d'assez vertueux
dans le fait que pour pouvoir être éligible pour recevoir du financement européen, vous deviez faire état d'une certaine vertu environnementale. Et ça, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel on doit continuer à investir. Et j'y crois vraiment. Je crois vraiment que le transport aérien reviendra à un moment ou à un autre, ça j'en suis certain, mais il sera différent certainement. Mais je souhaite vraiment qu'il soit plus vert. Et pour qu'il soit plus vert, là, on a certainement l'opportunité aujourd'hui de mettre des jalons ou mettre les fondations pour que ce transport aérien puisse être plus vertueux d'un point de vue environnemental. Donc ça, c'est une des grandes réformes qu'on essaie de lancer. Alors, du coup, je profite de ce point sur l'environnement. On a une question par rapport à aux propos qu'on entend sur l'aviation bashing. Comment l'IASA travaille aujourd'hui pour accompagner une aviation plus respectueuse de l'environnement? Vous avez parlé des acteurs, notamment avec ADP, mais avec tous les acteurs et notamment par rapport à l'environnement. Alors on fait plein de choses. Hein. On a un grand programme environnement. Je n'ai pas dit que dans nos compétences légales, on a la sécurité aérienne, on a la compétitivité et on a l'environnement. Donc la protection environnementale, c'est vraiment un de nos domaines d'intervention. Et donc, nous avons 3 ou 4 axes de développement. Le premier, c'est de faciliter tout ce qui est, je ne sais pas comment on le dit en français, Sustainable Aviation Fuels. Donc là-dessus, on travaille avec les motoristes, on travaille avec la Commission, on travaille avec les compagnies aériennes, les aéroports, pour regarder comment on peut faciliter la mise en place d'une plus grande proportion de biocarburants en fait, dans l'aviation. Ça, c'est un premier axe. Deuxième axe, c'est tout ce qui est labellisation. Donc, c'est ce dont je parlais auparavant. Donc, je pense que ça, c'est comme quand vous achetez un frigo, vous achetez AA+, AAA+, ou B, ou des choses comme ça. Je pense que ça serait bien si on permettait aux passagers de choisir leur compagnie aérienne ou leur vol aussi en fonction de la qualité environnementale de la compagnie ou du vol, ou de l'aéroport. Et puis le troisième axe, c'est un axe qui est plus technologique. Vous avez, comme moi, vu les annonces d'Airbus sur les avions à hydrogène. On travaille énormément avec les industriels sur la propulsion électrique, sur la propulsion hybride. On commence à travailler sur la propulsion hydrogène, même si c'est à des échéances un petit peu plus lointaines. Mais on travaille énormément sur ces sujets-là parce que on est bien conscient que une manière pour le transport aérien de devenir moins polluant, c'est de changer le paradigme technologique et de passer, alors ça ne sera pas du tout électrique, hein, mais ça sera vraisemblablement de l'hybride et puis de l'hydrogène à terme. Et ça, on passe beaucoup de temps à travailler avec Safran, Rolls-Royce, Airbus, avec aussi l'aviation générale qui, dans tout ce qui est électrique, sont vraiment pionniers et ça marche très très bien. Voilà. Merci. Les problématiques liées au Covid ont été urgentes, non prévues et sont devenues vos priorités. Comment cela a-t-il impacté vos projets en cours? Vont-ils être remis en cause ou retardés? Alors, on a refait complètement les priorités, notamment pour tout ce qui est tâches réglementaires. Il y avait des règlements qui étaient en cours de définition pour lesquels soit l'attrait, soit plutôt l'urgence n'est pas là, soit on a trop besoin de l'industrie pour nous aider et l'industrie ou les États membres n'ont pas la capacité de nous aider, soit on pense que pour revenir à une des questions précédentes, dans le nouveau marché du transport aérien, le règlement sur lequel on travaille est peut-être un peu caduc et il faudrait le réorienter dans une autre direction.
Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et on a discuté avec nos États membres, avec l'industrie. On est arrivé à un consensus sur les priorités à donner. Maintenant, une fois encore, on a travaillé sur des priorités 2020, 2021. Il va falloir qu'on consulte nos stakeholders sur les priorités à horizon 2025. Mais là, il faut qu'on se donne un peu plus de temps. Mais c'est vrai, c'est certain que on a dû mettre en place des priorités sur nos activités. Alors, une autre question. On a beaucoup de questions. Je fais le tri avec celles où vous avez déjà répondu. Les autorités de l'aviation ont-elles pu intervenir sur les mesures de confinement mises en place en France ou ailleurs en Europe? Alors, je suis mal placé pour parler pour la France, mais en général, la réponse est non. Non, c'est vraiment le confinement, c'est vraiment les autorités sanitaires. Très bien. Sécurité et environnement, mais quid de la compétitivité dans le mandat confié à l'IASA par la Commission européenne? Oui, donc c'est vraiment compétitivité, c'est level playing field, c'est donner la possibilité d'avoir un marché unique. Et c'est beaucoup de standardisation. L'IASA prend un rôle de plus en plus important dans la standardisation et nous venons de recevoir un mandat de la Commission pour gérer toutes les activités standardisation de l'aéronautique et coordonner les groupes Eurocae, Sensenel Ketsi et des choses comme ça. C'est aussi beaucoup les inspections. Nous épinglons tout ce qui peut être conçu comme comment dire, je suis désolé, j'ai un peu les mots en anglais qui me viennent, un flag of convenience, c'est-à-dire je ne sais pas le dire en français. Voilà, nous voulons éviter que certains États attirent des industries de l'aéronautique chez eux en leur promettant un niveau de sécurité qui ne serait pas le même que dans un autre État. Et ça a été la tendance, enfin, quand je suis arrivé à mon poste, c'est il y a 7 ans, on avait comme ça des poches qui commençaient à exister, notamment dans les pays baltes, sur la formation notamment. Il y a un pays, je ne vais pas vous dire lequel, mais dans lequel, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec 20 organismes de formation de pilotes, sans avoir quelconque moyen de les superviser. On a eu d'autres pays qui ont attiré comme ça des ateliers de maintenance aussi. Et donc, pour garantir un minimum, enfin, pour garantir la compétitivité et le fait qu'on ait une compétition égalitaire en Europe, on veille à ce que dans ces États, le niveau de sécurité soit le même qu'en France ou en Allemagne ou ailleurs. Donc ça, on fait beaucoup là-dessus. Et puis le dernier point, c'est compétitivité vis-à-vis des concurrents internationaux. Là, on est très vigilant sur notamment Boeing, mais aussi Gulfstream, mais aussi Bombardier. On est très vigilant à ce que les Américains, les Canadiens, les Brésiliens ne donnent pas de sauf-conduit ou ne donnent pas de préférence à leur industriel qu'ils ne donneraient pas à Airbus ou à Safran ou à Rolls-Royce. Donc, on travaille beaucoup sur tous ces sujets-là. Et c'est vrai que c'est une part très importante de notre activité. Je vais vous proposer une dernière question, puisqu'on va bientôt passer au déroulement de l'Assemblée générale. Quel est le poids de l'IASA sur l'affectation des budgets de recherche Clean Sky? Oh, il est nul. Il est nul. C'est évidemment la DG Recherche qui décide de Clean Sky ou Clean Aviation, c'est le nouveau nom
La DG Recherche nous consulte sur le contenu technique. Nous avons négocié avec succès d'avoir un rôle plus important à la fois en amont pour la définition des sujets techniques de recherche, mais aussi en aval, c'est-à-dire qu'on puisse travailler pour évaluer la viabilité d'un certain nombre de projets qui sortent de Clean Sky ou de César d'ailleurs. Mais notre capacité d'influence politique sur la commission, sur le niveau de financement, elle est nulle. Elle est nulle. Enfin, je ne devrais pas dire ça, mais je pense quand même. Voilà. Merci en tout cas de ton intervention qui montre bien que l'ensemble de notre communauté est toujours passionnée par l'aviation. Merci Patrick, et puis je te dis à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir.